tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Je vous rappelle que cette émission, c'est vous qui la faites en laissant vos questions sur www.enpleineforme.net. Nous avons choisi pour vous les meilleurs spécialistes de France pour répondre à vos 3 questions. Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, Anne-Frédérique Nahas qui est sexologue, le docteur David Gutmann qui est chirurgien dentiste et enfin Philippe Vernoy qui est spécialiste en hypnose et en PNL. Alors aujourd'hui, les questions que nous allons aborder sera tout d'abord une question sur une dent dévitalisée de Frédéric qui dit que sa dent est dévitalisée par un dentiste qui, je pense, a mal fait son travail. Il aurait mieux fait de venir vous voir. Et il dit qu'il a encore mal. Est-ce normal ? Ah, dévitaliser, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur à beaucoup de patients. On peut le définir ? Oui, alors voilà, donc dévitaliser, littéralement, enlever la vie. Donc une dent, comment est fait une dent ? Donc une dent, il y a de l'ivoire, de l'émail, et à l'intérieur de la dent, il y a un nerf avec des vaisseaux. Quand est-ce qu'on dévitalise une dent ? Quand la carie atteint l'émail, il suffit juste de soigner la dent sans dévitaliser. On met un plombage, un composite, le patient repart, il n'y a pas de problème. Quand la carie atteint par contre ce qu'on appelle la pulpe, c'est-à-dire le nerf, c'est là où justement il faut dévitaliser pour éviter une infection de la dent. Alors dévitaliser, déjà, ça se fait toujours sous anesthésie. Il n'est pas question de dévitaliser à vif. Souvent, une carie sans dévitaliser, une carie qui n'atteint que l'émail, peut être soignée dans certains cas sans anesthésie. Une dévitalisation, toujours évidemment avec anesthésie locale ou loco-régionale. Loco-régionale, ça veut dire qu'on va anesthésier tout le côté de la bouche, y compris, enfin tout le côté droit ou gauche. Voilà. Souvent le patient repart effectivement avec la bouche un peu de travers. C'est ce qu'on appelle une anesthésie loco-régionale. Une anesthésie dure à peu près 1 heure au cabinet, souvent sans douleur. Parfois, avec l'anesthésie, il peut arriver que pendant la dévitalisation, il y ait quelques sensibilités, mais l'anesthésie va vraiment atténuer cette sensibilité. Suite à une dévitalisation, il ne faut pas s'imaginer que le patient va tout de suite, dès le soir même, ne plus avoir mal du tout. Une dévitalisation est un soin quand même important, une intervention assez lourde au cabinet, et souvent, 1 semaine, 2 semaines, pendant quelques semaines, le patient peut avoir des douleurs, des sensibilités, des difficultés à mastiquer sur la dent. Donc, quelques semaines, ça sera tout à fait normal. Je ne sais pas si la question a été posée Alors, je ne sais pas si Frédéric a posé sa question il y a plus d'1 semaine ou plus d'1 mois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a encore mal. Qu'est-ce qu'il faut faire là, sur le coup ? J'insiste, donc s'il s'agit de quelques semaines, on va dire que c'est tout à fait normal. Si par contre, effectivement, après avoir dévitalisé la dent, plusieurs mois après, plusieurs semaines, 2 ou 3 mois après, le patient a encore mal, il faut absolument revoir le dentiste. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, parfois, le dentiste n'a pas totalement dévitalisé la dent. Il reste quelques filets nerveux à l'intérieur de la dent, ce qui entraîne des sensibilités. Parfois, même le dentiste a refait par-dessus un composite ou un plombage qui est légèrement plus haut, légèrement un petit peu surélevé. Et le fait d'avoir fait un plombage, un composite ou même juste un pansement un petit peu surélevé va faire que le patient va avoir mal. On ne se rend pas compte, mais on ouvre, on ferme la bouche à peu près 3500 fois, 4000 fois par jour. Ce qui veut dire que si on dévitalise une dent et on met un pansement un petit peu trop haut ou un amalgame un peu trop haut, 4000 fois par jour, on va donner des coups de marteau sur la dent, ce qui peut entraîner justement des douleurs. Donc dans ce cas-là, on ne s'inquiète pas, on va chez son dentiste, le dentiste va retoucher un petit peu le plombage, le pansement, et ça devrait effectivement libérer la douleur. Dans les cas par contre où le dentiste a laissé quelques filets nerveux, ce qui peut arriver, il suffira tout simplement de recommencer l'intervention, ce qui permettra d'atténuer la douleur. Si Frédéric est très bavard, donc je suppose qu'il aura beaucoup plus mal que notre personne qui parle au moins, c'est ça ? Alors, ce n'est pas une question d'être bavard, c'est surtout une question d'avaler sa salive. Quand je dis 4000 fois par jour, c'est 4000 fois par jour, on déglutit. Donc, le fait de déglutir fait que les dents vont se fermer les unes contre les autres et ça va faire un choc sur les dents. Donc, effectivement, parler, mais c'est surtout avaler sa salive sans se rendre compte. On avale sa salive 4000 fois par jour. Donc, ce qui entraîne des chocs sur les dents. Donc, il est très important, c'est ce qu'on appelle l'occlusion, que l'occlusion soit bien réglée. D'accord, donc Frédéric, arrêtez de déglutir, arrêtez de parler. Non, je plaisante. Patientez et allez revoir votre dentiste si jamais ça persiste. Nous allons passer à la question suivante sur le retrait social. On va définir ensemble ce qu'est le retrait social et la différence avec la timidité. Cette question nous vient d'Eva de Nice qui dit « J'ai du mal à aller vers les autres. Je suis toujours en retrait dans les situations sociales. La PNL ou l'hypnose peut-elle m'aider ?» Tout à fait. Tout à fait. Le retrait social dans ce cas-là, c'est une personne qui n'a pas acquis les bons comportements sociaux, qui n'a pas acquis
la souplesse et le savoir-être en société, qui ne sait pas aller avec fluidité d'une personne à l'autre, d'une conversation à l'autre. Elle peut l'apprendre, et l'apprendre très rapidement. On va se servir dans ce cas-là d'un modèle. On va prendre comme référence un proche ou quelqu'un de son milieu familial ou de son milieu professionnel et le voir agir en société. Et on va lui demander de s'imaginer voir agir cette personne dans un cadre social, un cocktail ou une sortie au restaurant ou quelque chose comme ça, et de voir tous les comportements qu'elle a et la façon corporelle de bouger. Comment son corps bouge, comment elle passe d'une personne à l'autre. Et nous sommes une cybernétique, c'est-à-dire que nos pensées sont générées par notre façon de nous comporter corporellement et inversement. Donc du coup, on va lui demander de bien visualiser cette personne en œuvre, dans un milieu social, et de s'identifier à elle, de se projeter, de se voir à sa place, de se projeter à sa place. Elle peut par exemple imaginer un idole ou une Tout star qu'elle aime et imaginer qu'elle est elle pour s'en sortir? Complètement. D'ailleurs, quand on n'a pas de modèles référents familiaux ou professionnels, on va se servir de films. Si je veux être Shakira, je peux quoi. Ça peut. On peut emprunter. Puisqu'on va générer ces comportements et ces ressentis corporels chez la personne. Et du coup, ça va installer progressivement, alors il faudra les régler, parce qu'elle n'est pas la personne, donc il faudra les régler, qu'il n'y ait pas de conflit interne chez elle. Qu'elle ne se mette pas à chanter dans la rue? Non, non, chanter non, mais se déplacer de manière plus souple en société et aller librement vers les autres, ça deviendra naturel. D'accord. Très naturel. Et ça prend combien de temps, donc, ce processus avec vous? Là, on fera le gros du travail en une séance et il faudra peut-être 2 séances après pour affiner la chose. Donc en 2 séances, elle se sentira beaucoup plus à l'aise en société? 2-3 séances, et elle aura un comportement social qui va lui permettre après, automatiquement d'elle-même, de croître dans ce comportement et cette souplesse comportementale. Et avec Philippe Bernois, vous êtes satisfait ou remboursé? Nous allons passer à la question suivante. Alors là, nous venons de parler du retrait social. Avant de se retirer, il faut pouvoir s'introduire. C'est quelque chose qui n'est pas évidente lorsqu'on a un trouble de l'érection. C'est en effet la question qui vient de Roger, qui l'assume. Roger dit « J'ai un trouble de l'érection. Je suis un homme de 50 ans et je commence à avoir ce type de trouble. Ça ne m'est jamais arrivé. Que faire ?» Alors, les troubles de l'érection sont le 2e motif de consultation en France. Et comme toutes les problématiques sexuelles, ils comportent des éléments biologiques et des éléments psychologiques. Alors, dans le biologique, rapidement, il faut savoir que la production d'hormones diminue avec l'âge et qu'à 50 ans, 10% des troubles de l'érection proviennent d'un déficit en testostérone, qu'il est simple de doser et d'obtenir une supplémentation après avoir, sans aucun doute, dépisté un éventuel cancer, car c'est une contre-indication évidemment majeure à la prise d'hormones. Les troubles de la circulation sanguine affectent aussi l'érection, puisque l'érection est commandée par 4 artères. Donc le cholestérol, avec la présence de gros gras dans les artères, la nicotine qui rétrécit les artères, ainsi que le stress d'ailleurs, certaines maladies comme le diabète. Beaucoup de médicaments ont un impact négatif, comme les anti-cholestérol, les anti-hypertenseurs, beaucoup d'antidépresseurs. Donc il doit faire un bilan de santé avant de venir vous voir? Il faut regarder ses ordonnances et bien vérifier qu'on n'est pas dans ces cas de figure, éventuellement modifier ses prescriptions. Ensuite, certains recours peuvent exister avec les molécules à effet vasodilatateur que sont ce qu'on appelle les IPDE5, plus connus sous le nom de Viagra. Donc il faut d'abord qu'il élimine ces diagnostics pathologiques et ensuite, une fois qu'on est sûr que c'est psychologique, qu'il vienne vous voir. Exactement. Et là, on peut utiliser ces molécules qui fonctionnent dans pratiquement 70% des cas. Viagra, le plus connu d'entre eux, qui est un petit peu moins prescrit aujourd'hui, Cialis, Levitra, qui ont d'une grande utilité. Alors, on va juste rappeler la différence entre le Viagra et le Cialis. Donc, le Viagra, on le prend, ça marche tout de suite, alors que le Cialis, il faut une stimulation. Mais là, c'est un médicament, donc il faut aussi une prescription médicale. Il faut une prescription médicale, en tout cas, dans tous les cas. Donc, il n'y a pas de... Le Cialis et le Levitra sont grosso modo semblables, sauf le temps d'action et la durée de l'action. Donc, voilà. Maintenant, ce que je voudrais mentionner, c'est que l'érection est avant tout un réflexe érotique. D'où l'importance de regarder sa partenaire. Belle en face de nous, effectivement, si sa femme n'est pas très attirante, je comprends qu'il ait ce type de trouble. Regarder sa partenaire
toucher sa partenaire, caresser sa partenaire, ça a l'air simple. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup d'hommes se précipitent sur la pénétration de peur de perdre leur érection. Ils regardent trop leur pénis et très souvent, c'est un vrai stress, un vrai handicap. En sexothérapie, on utilise une image, c'est l'image de la voiture. Quand vous conduisez une voiture, vous ne regardez pas le volant. Donc, d'où l'importance de sortir de la performance sexuelle pour entrer dans l'expérience émotionnelle. Vraiment, le but d'un rapport sexuel, c'est avant tout la fusion avec son partenaire. L'érection peut être variable, il peut même ne pas y avoir de pénétration. De toute façon, le cycle sexuel s'allonge avec l'âge, que ce soit le temps de l'excitation, le temps du plaisir ou le temps de la période réfractaire, c'est-à-dire entre deux rapports. Donc autant prendre ces modifications inéluctables avec philosophie dans la mesure du possible et dans la mesure où elles ne sont pas un obstacle complet, parce que ça permet d'avoir une sexualité épanouie qui s'inscrit dans la durée. Je dirais, pour finir, que certains hommes arrêtent le ski à 50 ans, d'autres continuent. D'autres commencent le ski à 50 ans. D'autres commencent. Peut-être faut-il ne pas accepter de skier comme à 20 ans. Voilà. D'accord, donc Roger, on lui dit que c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on peut lui dire exactement? Il existe beaucoup de solutions. Il doit accepter? Il doit vérifier son état de santé avant toute chose. Ensuite, il peut obtenir des prescriptions médicales pour les médicaments que j'ai cités. Enfin, je pense qu'il doit ne pas focaliser sur cette question-là. Parfois se détendre, avoir un climat de confiance, complicité avec sa partenaire, ça va grandement favoriser l'entente sexuelle. Est-ce que ça vous arrive de recevoir des couples, enfin pas simplement un homme qui vient pour des troubles de l'érection, mais qui vient avec son ami pour faire une psychothérapie de couple, pour aller ensemble de ce problème? Bien sûr. Parce que la femme peut jouer un rôle justement pour le mettre en confiance et l'aider. Bien sûr, dans ce domaine-là, l'échange, l'ouverture, la parole n'est pas si simple et on apprend aussi à parler à son partenaire sans critique, sans jugement, à s'écouter mutuellement, à se découvrir aussi, parce qu'on n'a pas toujours une connaissance de soi suffisante. La sexothérapie est grandement une question d'éducation sexuelle. Je vous remercie pour tous ces conseils. J'espère que Roger, cela va beaucoup vous aider, que vous serez au taquet pour la prochaine émission. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine émission d'En pleine forme avec des nouvelles questions que vous pouvez nous adresser sur www.enpleineforme.net. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.